BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. On est ensemble sur BFM Business en direct jusqu'à 15h30. On va parler, on a plein d'actu finalement aujourd'hui à évoquer, les cours, ce qui se passe aux États-Unis, Bybit, la suite, la confiance qu'on peut avoir dans les exchanges aussi, EDF peut-être si on a le temps. Avec vous, Grégory Raymond, vous êtes cofondateur de The Big Whale, auteur de ce livre Bitcoin, Crypto, l'enjeu du siècle chez Talent, édition excellent livre si on veut tout comprendre. Face à vous, Nathalie Janson, économiste, professeure à Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ravi de vous retrouver dans l'émission également. BFM Crypto, le club. Vous nous écrivez, vous nous posez vos questions, que vous soyez investisseur, que vous y connaissiez ou que vous soyez néophyte. On a une adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes vos questions et on y répond le jeudi. BFM Crypto, le club. C'est parti. Bon, évidemment, hier, on a eu Alexandre Sachenko qui nous a dit que non, tout allait bien. Regardez ce cours, 86 000. Hier, on était à 88. Je ne veux rien dire. Mais enfin, bon, là, on va quand même peut-être un petit peu commenter cette baisse des cours. Chute de 9% de l'ensemble des cryptos. Attention, hier, le Bitcoin qui a reculé de 16% depuis l'investisseur de Trump, c'est 28% pour l'Ether. Est-ce qu'on est d'accord pour dire, Grégory, que bon, on ne s'inquiète pas, on est dans les Oui. les phases pas forcément inquiétantes? Non, mais je pense qu'il faut dézoomer un peu parce que le pump qu'il y a eu, la poussée qu'il y a eu depuis l'élection de Trump, elle était quand même assez énorme. Et aussi, sur un an, on est toujours à peu près plus 70%. Hein. Sur 2 ans, c'est plus, il me semble, 300%. Donc, dézoomons et tout. Là, le marché avait besoin d'une respiration. Moi, ça ne m'étonnerait même pas qu'on retourne au niveau de l'élection, juste avant l'élection, autour de 70 000. C'est tout à fait probable et ça... Donc ça ne casserait pas la dynamique haussière. Là, il y a des événements géopolitiques très importants, la crise au niveau de l'Ukraine, la crise sur les tarifs douaniers. Tout ça, ça a tendance quand même à faire stresser les investisseurs globalement et les cryptos n'y échappent pas. Et les décisions qui se sont enchaînées quasiment heure après heure de Donald Trump au début de l'année, on parle d'il y a 3-4 semaines finalement. Là, c'est vrai qu'il a d'autres dossiers à traiter, les droits de douane, le conflit ukrainien. C'est peut-être ça aussi, c'est ce silence spécifiquement sur ce secteur et cette activité-là, Nathalie, qui fait que, on va y revenir dans un instant sur ce qui se passe aux États-Unis, mais peut-être que les gens attendaient peut-être plus. Oui, je pense que certains ont été déçus, en effet, en particulier sur le Bitcoin. Donc c'est vrai que, compte tenu de la capacité de Donald Trump à manier les idées et à retourner les idées, voilà, on est un petit peu moins tranquille qu'au mois de juillet, lorsqu'il a fait son grand coming out. Non, c'était plutôt août, je crois. Oui, c'était août. Ouais. C'était août, donc voilà, peut-être qu'il y a un peu plus de scepticisme en disant mon Dieu, qu'est-ce qu'il va nous concocter. Donc voilà, et puis il y a effectivement comme on était monté tout d'un coup, comme l'a rappelé Grégory, jusqu'à l'investiture, et il y en a qui ont fait des prises de bénéfices. Enfin, il y a un peu de tout. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours aller regarder. Ça ne change pas une tendance de fond qui, effectivement, comme il a été rappelé, est inscrite plutôt à la hausse. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, pourquoi aujourd'hui spécifiquement il y a une baisse, c'est vrai que les jours derniers n'ont pas été, ont été très, avec beaucoup de nouvelles négatives, de nouvelles où on ne comprend rien. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un effet de toute façon, comme il y a une part importante de ces détentions sont des détentions d'investissement plus des détentions d'opportunités avec des effets de levier. Voilà, on a des contrats aussi sur les options qui après se expirent. Enfin, il y a plein de raisons qui font que parfois ça va baisser plus que d'autres. On est à 86, c'est peut-être le moment de rentrer. Grégory. Il y a quelque chose d'intéressant à rappeler, c'est que on parle toujours de Bitcoin valeur refuge, mais quand il se passe une grosse crise un peu imprévue dans l'actualité, Bitcoin a tendance à chuter un peu plus que les autres. Et du coup, ça annulerait un peu ce statut de valeur refuge. Moi, j'aimerais rappeler une étude publiée par BlackRock en fin d'année dernière, en fait, qui souligne bien ce fait, mais que par contre, sur les 10 à 60 jours après cet événement imprévu, Bitcoin a tendance à surperformer le SP500, l'or. Et donc, en fait, c'est une fois que le choc est passé, Bitcoin s'avère une façon, un actif un peu plus protecteur que les autres. Donc, il ne faut surtout pas stresser quand Bitcoin chute plus que les autres le jour d'une crise, quoi. Dans les raisons, il y a peut-être aussi ces doutes sur la création de la réserve stratégique, depuis l'annonce notamment du fait que cette réserve ne sera pas seulement constituée de Bitcoin. Ça a donné un petit coup quand même aux espoirs de ceux qui ont adopté les cryptos. C'est possible, mais à chaque fois, on s'étonne de ça, mais
en fait, jour 1, on ne peut pas créer une réserve comme ça. Il faut créer un cadre légal, il faut discuter. Enfin, même si les États-Unis, on peut un peu douter de la façon dont ils sont dirigés aujourd'hui, ça reste quand même une démocratie. Donc voilà, il faut légiférer avant de créer des projets comme ça. Donc oui, ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois. Les bitcoiners qui imaginaient que ça serait créé jour 1, je pense que c'était un peu avancé. Tout est normal. Hein. Il n'y a pas un lien avec l'US Marshall Service qui a du mal à retrouver les cryptos qui étaient censés composer cette réserve stratégique de Bitcoin? Pour moi, c'est un peu du bruit, ça. À la limite, c'est drôle. C'est drôle. S'ils en ont perdu, ils devront en racheter plus. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Nathalie. Oui, ça fait partie des petites histoires pour montrer que voilà, ils sont pas aussi bons que ça pour garder le trésor. Donc c'est pour ça que certains s'inquiètent sur Fornox par ricochet. Ouais, c'est ça. Et puis mettre en ordre de bataille finalement toute cette administration qui pourrait constituer ce secteur des cryptos. C'est bien beau d'avoir des grandes idées comme Trump, mais après il faut mettre les hommes qui vont chercher ces bitcoins, qui vont retrouver finalement tout cet argent sur lequel ça va se fonder. Même s'il y avait aussi une partie, en fait, si j'ai bien compris le projet de Loomis, il y avait aussi une partie qui viendrait d'achats de bitcoin direct avec la réévaluation des stocks d'or. Donc en fait, ils émettraient, voilà, comme ils réévalueraient les réserves, ça leur permettrait de dégager de quoi acheter des bitcoins. Voilà, bon, faut voir, mais c'est surtout qu'on voit bien, Trump a commencé en bitcoin, il a fini en disant bitcoin et crypto, donc effectivement pour les puristes bitcoiners, déjà ça c'était une faute de goût. Comment on peut associer voilà, c'était une faute de goût, et comme je l'avais déjà défendu, voilà, s'il y a bien un pays qui n'a pas besoin de réserve stratégique, c'est bien les États-Unis. Donc dire que c'est ça qui va soutenir le dollar, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est économiquement parlant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va revenir aussi sur ce scandale dont on a parlé en début de semaine, le hacking de Bybit. On rappelle très vite ce qui s'est passé, Grégory. Bybit, c'est une plateforme d'échange, tout simplement, et qui s'est fait hacker par le groupe Lazarus, qui est un groupe de hackers affilié au gouvernement nord-coréen. La plateforme est asiatique, on le rappelle. La plateforme est asiatique, excusez-moi. Et donc, il y a 1,4 milliard de dollars en crypto-monnaie Ether qui ont été dérobés. Donc, en fin d'après-midi, vendredi, c'est le plus gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie. C'est le plus gros vol tout court, en fait. Dans l'histoire, on n'a jamais dérobé autant. Je crois que le vol numéro 2, c'est le fils de Saddam Hussein qui s'est rendu en 2003 à la Banque centrale d'Irak pour retirer 1 milliard de dollars en liquide. C'était voilà, donc il s'est fait supplanter. Donc voilà, blague à part, il faut se rendre compte de l'ampleur du vol et surtout la facilité avec laquelle ce groupe y est parvenu. C'est qui Lazarus ? Lazarus, en fait, c'est un groupe de hackers qui sévit depuis à peu près 10 ans. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2007, il y a eu un virus, un ransomware qu'on appelle WannaCry, qui en fait avait immobilisé, bloqué les ordinateurs de plein d'hôpitaux, d'administrations, mais partout dans le monde. La rançon était demandée en bitcoin à l'époque et on a appris après enquête que c'était donc ce groupe qui était derrière et il a sévi aussi sur la banque centrale, sur une banque commerciale au Bangladesh qui avait réussi à pirater le système SWIFT, des virements bancaires traditionnels pour le coup. Ils avaient réussi à voler un peu moins de 90 millions de dollars, mais là depuis 4-5 ans, ils sont focus sur les cryptos. Pourquoi ? Parce que c'est quand même beaucoup plus simple à voler, ça c'est clair. Et justement, comment ils arrivent à voler ça ? Parce que normalement, il y a une certaine sécurité dans ces plateformes. Comme souvent, comme quand vos parents se font avoir par une tentative de phishing, c'est-à-dire on reçoit un faux email d'EDF ou de Orange, on dit cliquez ici, mettez à jour vos coordonnées. Je simplifie à fond, mais c'est de l'ingénierie sociale qui a permis... C'est à l'intérieur. Exactement, en fait, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais ils ont pu infiltrer l'équipe de Bybit, les dirigeants, ceux qui étaient capables en fait de laisser passer des montants comme ça, parce qu'en fait il y a eu une demande de retrait de 1,5 milliard et ça a été validé par les dirigeants en fait. C'est ça. Donc comment ils ont pu avoir ces relais, on ne sait pas encore. C'est possible qu'il y ait eu une faille technique auprès du prestataire
qui fournissait l'infrastructure de conservation. Il ne faut pas l'écarter, mais pour l'instant, les pistes, c'est plutôt de l'ingénierie sociale. Ils en font quoi de cet argent? C'est pour en faire quoi, ces hackings? Le groupe Lazarus, donc, il est commandité par le gouvernement nord-coréen. Ouais. Donc c'est pour financer le programme nucléaire nord-coréen. Donc c'est pour ça. Par contre, ils vont pas acheter de l'uranium avec des bitcoins. Hein. Ouais. Donc, en fait, ils ont un besoin de le convertir en monnaie fiat, en monnaie traditionnelle. Et alors là, ils ont dispersé tous les fonds sur une multitude d'adresses. Ça commence à être blanchi via des mixeurs. Donc, ce sont des outils qui permettent de mélanger plein de transactions de crypto-monnaies pour un peu gommer les traces. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai coutume de dire que les mixeurs, en fait, quand on est en Europe et qu'on les utilise pour faire quelque chose d'illégal, on va vous rattraper de toute façon. Là, par contre, quand on a les moyens d'un État, qu'on peut passer par des intermédiaires un peu louches au fin fond de l'Asie qui demandent absolument rien, en fait, on y arrive. Donc, effectivement, les mixeurs ont ce côté un peu dark qui permet en fait d'arriver à ses fins. Bon, là, par contre, on a un État derrière. C'est ça. Voilà. Là, on peut rien faire. Et là, effectivement, ça c'est affilié comme. Ça, les fonds commencent à être blanchis là. Et on n'a jamais réussi à remettre la main sur des fonds volés par Lazarus. Il faut considérer ces fonds comme vraiment volés. Comme perdus, Voilà. Ça ne va pas aider à rétablir la confiance. Enfin, ça, c'est encore quelque chose qui arrive sur un exchange et qui va plomber la confiance des réticents. Alors là, effectivement, c'est une bonne pub pour les bitcoiners qui disent toujours qu'il ne faut jamais laisser effectivement sur un exchange, mais qu'il faut le détenir. Donc un coup de pub encore pour tous ceux qui font la promotion de la détention de coins et donc de bitcoin en physique, donc sur un fameux ledger. Et en tout cas, voilà, on doit les détenir soi-même, puisque si on ne les détient pas soi-même, ce n'est pas à nous. Donc c'est la même chose que le reste du système monétaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont très anti-centralisation. Mais blague à part, en fait, je pense qu'il faut quand même faire un parallèle avec l'histoire qu'on a vécue avant dans le monde traditionnel. Et il ne vous a pas échappé qu'il y a moins de casses de banque et de vols de... Voilà, il y a moins de casses. Voilà, ils se sont déplacés. Aujourd'hui, ceux qui sont des professionnels des casses, ils ne vont plus faire des casses physiques, mais ils font des casses virtuelles. La seule bonne nouvelle, je dirais, dans ça, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de victimes physiques, puisqu'il n'y a pas de violence. La violence vient de l'action, mais elle n'a pas, heureusement, elle n'a pas de victimes physiques. Je dirais que c'est la seule bonne nouvelle de l'évolution de l'incitation à faire des casses, c'est-à-dire qu'effectivement, clairement, on voit bien que là, on peut se faire de l'argent. C'est dans le monde virtuel, et la bonne nouvelle, c'est que c'est plus physiquement. La mauvaise nouvelle, c'est que ça continue toujours, c'est-à-dire que malheureusement, ceux qui ont envie de faire ça, ils sont toujours là. Voilà. Oui, c'est ça. Maintenant, la nature humaine n'a pas changé, mais elle a changé d'endroit. Oui, c'est ça, et les crypto-monnaies, c'est la nouvelle cible. Oui, c'est ça, parce que c'est beaucoup plus simple. Parce que si jamais vous volez, par exemple, une œuvre d'art qui vaut, par exemple, 500 millions de dollars, en fait, si vous voulez la revendre contre du cash, en fait, vous allez peut-être récupérer que 10%. En fait, là, sur les cryptos, vous récupérez quasiment tout. C'est ce qui est quand même assez... La rentabilité est forte. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il n'y a qu'un État qui est au banc de la communauté internationale qui peut se permettre de faire ça. Tous les autres pays qui ont des relations avec les autres pays, en fait, ils seraient mis sous sanction tout de suite. Là, il y a déjà un maximum de sanctions. Ils s'en fichent, en fait. Ils s'en fichent. Donc, il y a guère que la Corée du Nord qui peut faire ça. Malheureusement, c'est pour financer un programme nucléaire qui peut être potentiellement agressif. Donc, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Mais bon, il y a que qui peuvent le faire. J'ai trouvé quand même très intéressant dans cette histoire que Bybit ait été si réactif, aussi bien dans la continuité des opérations que dans la solidarité entre plateformes. Bitget lui a prêté 40 000 Ethers en 3 jours. D'ailleurs, elle l'a remboursé. C'est intéressant quand même cette solidarité entre plateformes, et ce qui fait que le système ne s'est pas effondré finalement, Grégory. Déjà, je pense que Bybit était suffisamment capitalisé parce que c'est une entreprise qui fonctionne beaucoup sur les produits dérivés, donc ça ramène beaucoup d'argent. Donc c'était une entreprise quand même déjà très solide. Mais ce qui s'est passé, cette solidarité entre les plateformes d'échange, en fait, ça démontre une institutionnalisation du secteur, c'est-à-dire que tout le monde se parle. Il n'y a pas eu de credit crunch. Par exemple, le credit crunch, c'est quand les banques refusent de se prêter parce qu'elles ont peur les unes des autres. C'est ce qui s'est passé en 2008 et l'État américain a dû intervenir.
Là, en fait, il n'y a pas eu besoin d'un plan de sauvetage étatique et tout. Ça démontre une institutionnalisation. Donc moi, je vois beaucoup de positifs, en fait, avec ce qui s'est passé, quoi. Oui, effectivement, dans la sécurité. Oui. Et là, on va pouvoir dire, la plateforme a tenu bon. Exactement. Et ça, c'est un autre parallèle que je trouve très intéressant par rapport à l'histoire bancaire, parce que c'est pareil, eux, c'est leur histoire qui se construit. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une solidarité de place, qui était quelque chose qui a toujours existé. Par exemple, en France, on l'appelait comme ça, entre les banques. Lorsqu'une banque était à court d'argent pour une raison quelconque, on appelait la solidarité de place. Et en fait, elle fonctionnait. Et on l'a observé dans d'autres pays. Voilà. En fait, il y a une communauté de banques. Une banque, les autres banques, les consorts n'ont aucun intérêt à ce qu'une se dégrade, parce que ça tend en fait sur eux. Donc, on va aller tester la solidité d'une autre pour voir si il n'y a pas une autre qui a été touchée. Donc là, on a bien vu, les autres n'ont pas été touchées, justement. Donc, elles viennent à la rescousse. Et c'est un très bon message à la fois pour les autres, pour montrer à leurs clients que ça ne concerne que cette plateforme, malheureusement pour elles, mais que comme elles vont bien, eh bien, elles vont faire en sorte que ce mauvais moment soit le plus bref possible. Et je pense que c'est une démonstration qu'il n'y a pas besoin, justement, de réglementer, de vouloir mettre... voilà, moi, c'est surtout de ce point de vue-là que je le vois. Et on voit bien que ça peut s'auto-réglementer tout seul. Justement, on parle assez peu de la réglementation. On parle beaucoup de celle qu'on essaye d'alléger aux États-Unis, de celle qu'on renforce en Europe. Elle est comment en Asie, la réglementation par rapport aux cryptos? Est très 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 disparate. Il y a pas... En Europe, maintenant, on a le règlement MiCA qui est uniforme, presque uniforme entre tous les États membres. En Asie, il y a une réglementation par pays ou pas de réglementation par pays. Par exemple, Singapour a une réglementation très forte, très solide, du niveau européen. C'est vraiment un standard. Par contre, au Vietnam, par exemple, c'est l'un des pays où il y a le plus haut taux d'adoption crypto dans le monde. Je ne crois pas qu'il y ait de réglementation particulière. Et en fait, l'État vietnamien, ça l'arrange un peu parce que quelque part, ça crée un peu un paradis fiscal. Ça devient un pays attractif pour les activités crypto, donc qui sont attirés par justement la souplesse, voire l'absence de réglementation. Donc oui, en Asie, c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Lazarus utilise beaucoup de tiers dans des pays sans réglementation pour blanchir les fonds. Elle avait été un peu réglementée une semaine avant ce hacking. Bybit, elle avait reçu une certification juste avant ce en Asie. Oui. Ça, j'avais pas forcément vu en Asie. Par contre, en France, on l'a retiré de la liste noire une semaine avant. Bon, après, pour des sujets qui sont complètement différents, donc ça sert à rien. Oui, c'est vrai qu'elle était en liste noire. Oui, c'est ça, mais qu'elle ne l'a plus été juste avant. Oui, c'est ça. Et ils avaient été sur des conférences avec Bybit en grand. Oui, c'est ça. Ça avait été très drôle, cet épisode. Là, ils viennent de déposer un dossier pour être mis en conformité en Europe. Donc, de facto, ça les a enlevés de la liste noire. Voilà. On va revenir sur ce qui se passe aux États-Unis avec vous, Nathalie Janson, après cet épisode Bybit. Et ce début d'année, finalement, un petit peu en montagne russe. On l'a dit déjà, les annonces de Donald Trump, l'investiture, là, on est quoi? Même pas 4-5 semaines après. On n'entend presque plus trop parler des annonces sur les cryptos. On a expliqué pourquoi. Il y a beaucoup d'actu par ailleurs. Mais ça, plus les mêmes coins qui ont été lancés au moment de l'investiture, l'affaire Javier Milei, c'est un peu la douche froide sur le secteur, non? Ah oui, je pense que là, on ne pouvait pas faire mieux pour perdre à nouveau les personnes qui pouvaient être intéressées, parce qu'en plus, il y a un grand mélange de genres. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce secteur-là, c'est pas toujours très simple de comprendre que Bitcoin n'est pas effectivement une crypto comme les autres. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans une catégorie à part. Et je pense que Grégory n'a de cesse de le répéter, comme moi, comme plein d'autres. Il y a Bitcoin, il y a Bitcoin et il y a tout le reste. Et le problème, et en plus, dans ce grand n'importe quoi, il y a aussi effectivement ces fameux meme coins qui sont quand même une catégorie aussi à part, qui sévissent beaucoup sur la blockchain Solana et qui effectivement du coup entretiennent aussi le flou, c'est-à-dire que Trump l'a lancé pour faire sans doute pour mesurer sa capacité d'attractivité, pour voir s'il était bien adoré et adulé par tout le monde, donc c'était une espèce de mesure de sa popularité. Il a dû être content, ça a marché, d'autant plus qu'il a mieux marché que sa femme, donc ça confirme que
que c'est bien lui l'homme de la situation. Et pour le coup, le même coin Melania Trump n'a pas été lancé par leur équipe. Exactement. Ouais, c'est une autre équipe. Tandis que le même coin Trump, c'est vraiment lui la qui famille. était derrière. Oui. Ouais. Alors que le Melania, d'ailleurs, je crois, est en commun avec le fameux projet qui avait été effectivement dont avait fait la promotion Milei. Là, c'était la même équipe, Et Melania Trump. Donc là, on est sur des mêmes coins qui s'apparentent plus à. Moi, j'ai toujours du mal à les mettre quelque part parce que c'est histoire d'attirer de l'argent, mais pour faire quoi, on ne sait pas trop. Enfin, on a l'impression que c'est comme des goodies, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir ça, et puis peut-être que dans le futur, ça vaudra beaucoup. Enfin, et puis effectivement, tout ce qu'il y avait derrière d'implicite, c'est-à-dire est-ce que c'est une manière de faire allégeance au chef en disant voilà, moi je l'ai acheté, donc je peux peut-être avoir des faveurs. Donc effectivement, voilà, tout était possible au niveau des interprétations, et enfin tout l'est toujours. Bon, même si effectivement c'est quand même retombé largement. Et pour le moment, il n'a pas eu, Trump n'a pas gagné d'argent là-dessus. Donc faut aussi, faut garder quand même ses esprits. Il n'a pas fait de l'argent sur son fameux. Virtuellement, mais si jamais il le récolte, c'est pas tout de suite, c'est dans 2-3 ans, je crois. Et donc d'ici là, il vaudra peut-être à nouveau rien. Donc il aura absolument rien. Il n'y a pas d'effet. Mais c'est vrai que l'idée même, elle était pas bonne. C'est-à-dire que pourquoi faire ça? Enfin, je veux dire, on va brouiller le message. Donc après ça, on a eu d'autres effectivement présidents qui ont eu la même idée. Celui de la République de Centrafrique qui a fait la même chose, vraiment très similaire à Trump. Bon, pareil, ça n'a pas été alors lui, par contre, il a pris plutôt un bide qu'autre chose. Et l'affaire Milei, qui est quand même pas tout à fait non plus la même chose, parce que c'est pas lui qui a lancé la même coin. Il en a fait la promotion. Mais il a fait la promotion d'un projet, et là, effectivement, ce qui est vraiment qui continue à étonner effectivement le secteur de ceux qui suivent en Argentine, c'est le fait que Milei pourrait aimer le Bitcoin, mais s'est jamais beaucoup intéressé au Bitcoin, en tout cas pas plus que ça. Mais par contre, ça fait quand même la deuxième fois qu'il se fait un petit peu prendre, enfin en tout cas brûler les ailes sur un sujet Bitcoin, puisque déjà, excusez-moi, pas Bitcoin mais crypto, puisqu'il y avait déjà eu cette affaire CoinX en 2021. Il aurait quand même pu apprendre de ses erreurs. Et là, il recommence avec... alors, on dit effectivement que c'est toujours sa sœur qui est derrière, qui lui souffle les bonnes et mauvaises idées, celle-là étant une mauvaise. Mais bon, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est à nouveau pourquoi il s'est exposé. C'est surtout ça qui est terrible, en fait, dans cette histoire. C'est pourquoi être allé s'exposer là-dessus, alors qu'on sait que médiatiquement, ça va très vite. Mais justement, est-ce que les cryptos servent aujourd'hui d'outils aux populistes, aux dirigeants populistes, comme un outil de promotion? C'est un peu compliqué dans le sens où en fait ça permet déjà de mesurer sa popularité, ça permet de gagner de l'argent avec sa popularité, et ça peut être un moyen assez innovant de lever des fonds. Exactement. Donc il faut regarder ça. Par contre, bon, je pense qu'il faut que ce soit très très bien encadré. Et quelqu'un qui va être très très populaire va être tenté de devenir de plus en plus populiste. Et donc il peut y avoir des mécaniques un peu néfastes qui se mettent en place. Mais sur le papier, ça peut être un moyen très innovant de lever des fonds. Et des gens en fait qui n'ont pas forcément de parti derrière eux peuvent émerger de la société civile financièrement avec ce genre de moyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de se présenter à la présidentielle si on n'a pas un parti derrière. Là, en fait, on pourrait imaginer d'autres systèmes. Voilà, ça peut y avoir plein d'abus derrière, mais en tout cas, c'est possible. Ces abus peuvent un peu faire du mal quand même au secteur. Ils brouillent le message. Et relancer peut-être, donner des arguments aux États qui veulent lancer leur propre monnaie, leur monnaie numérique. Il y a des essais un peu partout dans le monde, en Suède, en Chine. Il en est question en Europe. Ça revient souvent le débat. Aux États-Unis, ça va leur donner ça va alimenter leur moulin, finalement. Ah, complètement, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que devant... je veux dire, là, c'est effectivement l'histoire que peut raconter la Banque centrale très facilement, c'est de dire, vous voyez bien, c'est vraiment le bazar. C'est question de sécurité. Voilà, nous, on est en train de faire un projet qui, évidemment, est solide, ça n'a rien à voir, ce n'est pas spéculatif. Vous voyez, c'est effectivement l'histoire que veut nous raconter la Banque centrale européenne, donc qui, contrairement... Alors ça, c'était effectivement, pour certains, l'unique bonne nouvelle du décret Trump à effet immédiat, c'est qu'effectivement, il a rangé au placard définitivement, en tout cas pour sa mandature, le projet de dollar digital. Il a dit que ce serait interdit. Donc eux, aux États-Unis, c'est terminé, on n'en parle plus. Ceci dit, ils n'en parlaient pas beaucoup, comparé à d'autres pays. Bon, on le comprend, c'est la monnaie internationale, ils ont un intérêt peu...
à court terme, il n'y a pas un intérêt délirant d'avoir un dollar digital. Je trouve que c'est un petit peu compliqué comme question. Par contre, effectivement, la Chine est partie très en avance parce qu'elle avait réagi à ce projet Libra qui n'a rien à voir avec celui de Milei qui était le projet Facebook et donc elle avait réagi il y a très longtemps en disant mais moi pas question parce qu'avec le projet Facebook on s'était rendu compte que la souveraineté monétaire finalement d'un pays pouvait être chahutée par un acteur privé. Et donc ils se sont dit oh mon Dieu on va pas laisser faire ça. Donc effectivement la Chine s'est lancée. Alors il est là sans être là, c'est-à-dire qu'en fait j'ai beau à chaque fois on parle avec les étudiants chinois, parce que en plus j'y vais, donc j'ai toujours pas compris comment on payait avec ce wallet on l'a pas en fait sur les applis. Mais effectivement les étudiants m'ont dit qu'il était bien là, enfin il existe bien, et donc j'ai plutôt l'impression que c'est une interface avec les entreprises et éventuellement avec l'État pour payer ses impôts, éventuellement. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un outil en fait vis-à-vis des entreprises, que c'est un moyen en fait d'être sûr de pouvoir tracer en fait l'activité des entreprises et donc d'éviter l'évasion fiscale. Pour beaucoup de contacts à moi qui étaient en Chine récemment, m'ont dit que c'était plus du tout utilisé. On en entendait un peu parler il y a 3 ans, mais là, c'était mort. Oui, donc, tout à fait. Commencé trop tôt. Oui, c'était plutôt les essais vers novembre 2023. Là, alors, ils avaient même commencé, alors ils avaient fait des loteries au début pour voir si ça marchait bien dans les grandes villes. Et puis après, effectivement, ils l'avaient lancé, mais effectivement, le sigle qui était présent à un moment donné sur les autres applis, en fait, a disparu au fur et à mesure. La Suède a abandonné aussi son projet. Alors, la Suède a dit que pour le moment, j'ai adoré la conclusion, pour le moment, il n'y avait pas les conditions pour le développer et qu'elle allait attendre ce que allait faire la BCE, finalement, enfin, de façon subliminale, c'est ça le message, pour voir si vraiment il y a un terrain. Et je pense qu'en fait, la BCE qui arrive en dernier dans sa phase de test, parce que effectivement, la Banque de Suède était la plus ancienne, c'est même par rapport à la Chine, elle avait commencé dès 2017 ces essais. Et en fait, quand on lit les rapports, on voit bien qu'en fait, il y a un grand problème d'avoir un projet qui est à la fois innovant, c'est-à-dire qu'il puisse quand même se développer, continuer son innovation, et le fait que quand on est une banque centrale, on est obligé de figer un projet. Et en fait, voilà. Donc c'est compliqué. Et donc, pour la BCE, on va voir, mais je crains que je ne suis pas certaine qu'on aille aussi très très loin dans le projet. Il y a quand même beaucoup d'argent qui a été dépensé. Je pense que le projet est inarrêtable, moi, parce qu'ils ont trop parié dessus. Mais les banques sont vraiment, par contre, elles sont vraiment vendues au bout. Hein. Les mois suivants, nous dirons, on y reviendra évidemment. Nathalie Janson, économiste, professeure à Neoma Business School. Ça va trop vite cette émission, c'est ça? Trop vite. Il faut revenir. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale, auteur de ce livre Bitcoin, crypto, l'enjeu du siècle chez Talent Édition. La prochaine fois qu'on se voit la semaine prochaine, Grégory, on parlera de mining, d'énergie. On sera avec Sébastien Gouspillou. Passionnant. Ouais, ça va être passionnant. Très belle émission. Exactement. Je vous envie. Faudra revenir aussi de l'autre côté. Nathalie, passez une bonne journée sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de Vincent Touraine. C'est BFM Bourse. Passez une bonne après-midi sur notre antenne. BFM Business, BFM Crypto, le club.